1910 et la création de la Réserve fédérale américaine. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment les États-Unis ont acquis le statut d'entreprise en 1871. Dans cette vidéo, nous allons voir comment le cartel des banquiers internationaux va mettre un peu plus le grappin sur les États-Unis dans leur plan sur le long terme pour devenir les propriétaires de cette nation. Nous sommes donc en 1910, soit près de 40 ans après la création de United States Inc. Les États-Unis, sous leur nouvelle forme d'entreprise, sont une économie en pleine expansion grâce notamment aux industries du pétrole, du rail, de la métallurgie et du textile. Le gouvernement a vendu assez de bons aux porteurs pour faire fonctionner le pays et son économie. Durant les années qui précèdent la création de la Réserve fédérale américaine, les Rothschild via JP Morgan mettent la pression sur le marché américain en créant entre autres la panique de 1907. Cette opération leur permet de faire couler les banques qui leur sont hostiles et de sauver celles qu'ils souhaitent préserver. L'une des banques qui fait face à la faillite durant cette période est la National City Bank of New York, l'une des principales banques de l'entreprise United States Inc. Le remboursement de son prêt au cartel des banquiers est dû pour 1912. En anticipation de la faillite prochaine de United States Inc., les familles les plus influentes de la planète se réunissent secrètement en novembre 1910 à Jekyll Island en Géorgie. Ces familles qui composent le cartel des banquiers souhaitent discuter de la faillite à venir de l'entreprise United States Inc. et également trouver des solutions pour éviter des futurs problèmes de liquidité, comme ce fut le cas en 1907. Certains des membres qui assistent à cette réunion incluent le sénateur Nelson Aldrich, Paul Warburg, des représentants de JP Morgan, et Jacob Schiff, qui représente la famille Rothschild. Ils proposent une extension de 20 ans supplémentaires sur la dette nationale si le gouvernement accepte de créer une banque centrale privée qui servirait de dernier recours pour secourir les banques en cas de défaillance. Une semaine plus tard, ils en ressortiront avec ce qui sera plus tard appelé le système de réserve fédérale. Ils ont cependant un problème. Le président Taft, alors en poste, n'aurait jamais accepté de donner le système monétaire américain à ce cartel de banquiers privés en mettant en place la Réserve fédérale américaine. Ils vont alors patienter jusqu'à l'élection de Woodrow Wilson qu'ils ont eux-mêmes choisi et financé en 1912 sur la promesse qu'ils signeraient le Federal Reserve Act. Une fois élu néanmoins, la tâche se complique. Beaucoup de puissants américains, parmi les plus influents, restent catégoriquement opposés à cette idée. Ils savent pertinemment que le Federal Reserve Act signifierait la fin du contrôle de la monnaie américaine par les États-Unis. Pour neutraliser cette résistance à la mise en place de la Réserve fédérale américaine, JP Morgan décide alors d'inviter les principaux opposants à la création de la Réserve fédérale pour un voyage à bord du nouveau fleuron de sa flotte, récemment construit par sa propre entreprise, White Star Line, le Titanic. JP Morgan ordonnera lui-même au capitaine du navire de foncer dans un iceberg et les principaux opposants à la Réserve fédérale seront retenus en otage avec armes durant la panique qui suivra, les empêchant de monter à bord des canots de sauvetage. En une seule manœuvre, JP Morgan se débarrasse alors de tous les opposants à la Réserve fédérale américaine. Parmi les opposants présents à bord du Titanic, 3 des hommes les plus riches du monde à cette époque périront dans le crash du paquebot: Benjamin Guggenheim, Isaac Strauss et John Jacob Astor. En 1913, les États-Unis ne peuvent plus rembourser leurs prêts et se voient refuser un nouveau crédit. Ils sont alors au bord de la faillite et d'une nouvelle crise constitutionnelle. Sans aucune autre source de financement possible, Woodrow Wilson signe alors le Federal Reserve Act et pour éviter toute opposition, le sénateur Nelson Aldrich fait passer cet acte discrètement parmi les 2 chambres du Congrès américain le 23 décembre 1913, pendant que la plupart des sénateurs sont en vacances de Noël. Le président Wilson signe ensuite l'acte en tant que loi. Woodrow Wilson admettra plus tard à propos de cette signature: J'ai involontairement ruiné mon pays. Cet acte a permis à une entreprise privée et étrangère, sous le contrôle de la couronne d'Angleterre, de détenir les clés de l'imprimante à billets située au département du Trésor américain. Cette entreprise est aujourd'hui connue sous le nom de Fed, Banque de la Réserve fédérale américaine. La Fed se présente comme étant une entité à but non lucratif et une des branches du gouvernement américain. Mais en réalité, son conseil administratif n'est pas élu et ses réunions se déroulent derrière porte close, loin du public. Les membres du conseil d'administration sont choisis par le président selon une liste préparée par les banquiers eux-mêmes. Cette culture du secret qui entoure la Fed est d'autant plus suspicieuse lorsque l'on sait qu'elle gère aujourd'hui la politique monétaire mondiale et qu'elle est considérée par beaucoup comme le gendarme financier du monde.
Après avoir perdu le contrôle des clés de l'imprimante à billets, la dette nationale américaine grimpe en flèche, car désormais, le gouvernement fédéral doit payer un intérêt de 6% sur l'argent imprimé par la Fed. Pire, cette dette ne sera jamais remboursée pour 2 raisons. Tout d'abord, la Réserve fédérale requiert un remboursement de toutes les dettes en or, chose que le gouvernement ne possède pas en assez grande quantité. Ensuite, la portion de la dette que représente l'intérêt n'est pas comprise dans l'argent mis en circulation. En d'autres termes, un intérêt de 6% est appliqué sur l'intérêt original de 6%, augmentant constamment la partie de la dette que représente l'intérêt. Pour couvrir le paiement de cet intérêt, le Congrès passe en amont de la création de la Réserve fédérale américaine une loi pour prélever un impôt sur le revenu de chaque Américain. L'Income Tax Legislation devient une loi en 1913 avec la ratification du 16e amendement, aussi connu sous le nom de Income Tax Amendment. Il est important de noter que cet amendement est inscrit dans la seconde constitution créée en 1871 et non dans la constitution originale. En effet, cet amendement est contraire à l'article 1, section 9, clause 4, No Direct Taxes, pas de taxes directes, de la constitution originale des États-Unis. Techniquement, cet amendement n'a jamais été ratifié car il n'a pas obtenu assez de suffrages de la part du Congrès qui avait compris que celui-ci violait la Constitution. Malgré cela, l'Income Tax Legislation a été mise en place. En agissant en tant que conseil d'administration de l'entreprise United States Inc., un groupe de puissants sénateurs a simplement outrepassé le pouvoir du Congrès pour entrer cet amendement sur la seconde Constitution comme étant ratifié. Cet amendement n'a donc rien à voir avec la Constitution originale et la confusion qui règne par rapport à l'Income Tax Legislation a permis la création d'une entreprise privée pour collecter l'impôt sur le revenu de chaque Américain, aujourd'hui connu sous le nom de IRS, Internal Revenue Service. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment le cartel des banquiers internationaux, après avoir pris le contrôle de l'imprimante à billets, va sagement attendre la seconde faillite américaine pour obtenir toujours plus de pouvoir sur les États-Unis. En attendant, vous pouvez obtenir ces informations et l'épilogue de cette histoire qui se déroule actuellement sous nos yeux en vous procurant le livre 1999, le plus grand secret de l'humanité, disponible sur 1999lelivre.com.